présenter aujourd'hui est une version quand même un peu différente, malgré tout, de ce que j'ai présenté au colloque de Liège il y a 3-4 semaines à peu près. Donc, c'est pas la même chose, mais ça brasse un peu les mêmes eaux, on pourrait dire. C'est une adaptation et puis une simplification aussi parce que le temps ici est plus court. Hein. Alors, Aristote, théoricien de la fiction. Qu'est-ce que la fiction? Il y en a évidemment plusieurs définitions de ce que c'est que la fiction, mais disons que l'idée centrale, selon la formule célèbre de Coleridge au XVIIIe siècle, est qu'on entre dans la fiction, disait-il, par a willing suspension of disbelief. A willing suspension of disbelief, c'est-à-dire une suspension volontaire de l'incrédulité. Bref, on sait que ce n'est pas vrai, mais on entre dans le jeu de la fiction. L'auteur sait que ce n'est pas vrai et le lecteur sait que ce n'est pas vrai. Jean-Marie Schaeffer, par exemple, dans un livre qui s'appelle « Pourquoi la fiction ?», publié au Seuil en 1999, parlait, lui, il parle d'une feintise ludique partagée. Donc, un jeu de feinte ludique, donc partagé. En d'autres termes, on peut dire que la fiction rejette au loin la bivalence du vrai et du faux. Quand on est dans la fiction, on n'est ni dans le vrai ni dans le faux, on est dans une autre dimension. La fiction n'est ni vraie ni fausse, elle parle autrement. Elle parle d'un monde autre, de ce qu'on peut appeler un hétérocosme, selon la formule qu'avait utilisée Baumgarten, Alexandre Gottlieb Baumgarten, qui a écrit cette fameuse Esthética, comme vous le savez. Hein? Donc, un hétérocosme. Je voudrais proposer un test. S'agissant de l'Antiquité, je voudrais proposer un test de fiction, si vous voulez, proposer un test de fiction à partir d'un texte de Lucien de Samosate. Lucien de Samosate, comme vous le savez, est un sophiste de la seconde sophistique du IIe siècle après Jésus-Christ. Il a écrit plusieurs textes satiriques, etc. Lucien, personnage haut en couleur, et il a écrit notamment deux textes qui s'appellent « Histoire vraie ». Enfin, ces deux textes, c'est le même texte, mais on a « Histoire vraie A »,« Histoire vraie B ». Ce sont deux versions du même texte, si vous voulez, de longueurs différentes, que vous pouvez consulter dans la traduction de Jacques Bompère, sous le titre « Voyage extraordinaire aux belles lettres ». Et dans ce texte qui s'appelle « Histoire vraie », en fait, il n'y a rien de vrai, parce que c'est une histoire d'un personnage qui monte sur la Lune, etc., et qui fait des rencontres bizarres, etc. C'est quasiment le premier science-fiction, le premier récit fantastique que nous ayons, ou un des premiers en tout cas, et un des plus importants. Et au début de ce texte, Lucien de Samosate dit ceci, je le lis, « J'écris sur des choses que je n'ai ni vues, ni vécues, ni apprises d'autrui, et en outre, qui n'existent d'aucune façon et ne peuvent absolument pas exister. » Donc, c'est comme ça qu'il débute son récit, en disant que, donc, il est de ce point de vue fictif, pourrait-on dire. Alors, aux yeux d'un commentateur brésilien qui s'appelle Brandao, qui est un spécialiste de Lucien, c'est une déclaration très importante que celle-là, donc chez Lucien. Il dit ceci, Brandao, dans un texte qui s'appelle « Histoire et fiction chez Lucien de Samosate », publié dans Philosophe et historien ancien face au mythe en 98. Il dit ceci, « Cette déclaration donc de Lucien marquerait une sorte de découverte de la fiction en Grèce, la définition d'un cadre qui lui est propre en la distinguant à la fois du mythe et de l'histoire. » Fin de citation. Alors, la question que je voudrais poser à partir de là, c'est est-ce une découverte? C'est pas sûr. On peut se poser la question, est-ce une découverte de la fiction qu'on a à travers cette citation de Lucien? Est-ce quelque chose qu'Aristote connaît déjà lui-même? Est-ce qu'Aristote connaît déjà lui-même la fiction? Je n'ai pas dit apprécie et approuve. J'ai dit est-ce qu'il la connaît? C'est ça la question que je pose. La question de l'approbation est une question subséquente, si vous voulez.
Eh bien, c'est ce que je vais essayer de voir avec vous très rapidement. Je voudrais commencer par donner, mais je ne viens pas tout de suite à Aristote. J'ai annoncé Aristote, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je voudrais donner 2 exemples de fiction. 2 vrais exemples de fiction, c'est-à-dire 2 vrais exemples de fausseté, d'impossibilité, disons. Un exemple moderne et un exemple ancien. Un exemple situé après Aristote, un exemple situé avant Aristote. Je commence par l'exemple après Aristote. Et je le trouve chez Shakespeare dans Roméo et Juliette, acte 4, scène 1, dont je vais vous lire un très court extrait dans la traduction de François Victor Hugo, pardon. Donc c'est dans Roméo et Juliette. Je ne vous résume pas l'histoire, tout le monde connaît Roméo et Juliette. C'est Laurence qui parle à Juliette et qui lui dit ceci. « Écoute alors, rentre à la maison, aie l'air gai et dis que tu consens à épouser Paris. C'est demain, mercredi, demain soir. Fais en sorte de coucher seul, que ta nourrice ne couche pas dans ta chambre. Une fois au lit, prends cette fiole et avale la liqueur qui y est distillée. Aussitôt dans toutes tes veines se répandra une froide et léthargique humeur. Le pouls suspendra son mouvement naturel et cessera de battre. Ni chaleur ni souffle n'attesteront que tu vis. Les roses de tes lèvres et de tes joues seront flétries et ternes comme la cendre. Les fenêtres de tes yeux seront closes, comme si la mort les avait fermées au jour de la vie. Chaque partie de ton être, privée de souplesse et d'action, sera roide, inflexible et froide comme la mort. Dans cet état apparent de cadavre, tu resteras jusqu'à 42 heures. Et alors, tu t'éveilleras comme d'un doux sommeil. » Quand on lit Roméo et Juliette et qu'on tombe sur cette scène, on comprend bien quel est l'objet de la chose. Pourquoi est-ce qu'il y a ce poison impossible? Shakespeare veut montrer que la mort est plus forte, que l'amour est plus fort que tout, et donc il faut être capable de montrer que Juliette est prête à mourir pour Roméo, et à l'inverse, Roméo est prêt à mourir pour Juliette. Donc il faut qu'il y ait un subterfuge. Il faut que Juliette prenne l'apparence de la mort, que Roméo, constatant cela, se tue, et qu'elle, se réveillant de sa fausse mort, à son tour se tue pour prouver leur amour. Alors, tout le monde sait qu'un tel poison n'existe pas. Tout le monde le sait. Il n'existait pas au temps de Shakespeare, et que je sache, quoique la science avance beaucoup, il n'existe pas encore aujourd'hui un poison qui nous donnerait l'apparence de la mort, la froideur de la mort, l'absence de respiration de la mort pendant 42 heures. Pourquoi est-ce que Shakespeare dit 42 heures, nous aurait pensé à 48 heures? Je ne sais pas, je n'ai pas réponse à ce mystère. Il dit 42 heures. Donc tout le monde sait qu'un tel poison n'existe pas. Mais on s'en fiche. Hein? Simplement, le poète veut accéder à une vérité politique. Il veut prouver quelque chose. Et donc, la question de l'équivalence réelle de la chose ne compte pas, ne compte plus. Elle est mise entre parenthèses. Voilà pour l'exemple post-aristotélicien. Je voudrais prendre un exemple pré-aristotélicien, que forcément Aristote connaît. Et je le tire d'Aristophane. Bon, vous connaissez Aristophane, le seul représentant que nous ayons conservé de la comédie ancienne. Alors, nous savons qu'il y a dans Aristophane plein de fantaisies, c'est très connu. N'est-ce pas déjà le cas, par exemple, dans Les Oiseaux, où il y a Coucouville les nuées, cette cité inventée entre les dieux et les hommes, etc., une sorte de parodie, etc. Donc, il y a plusieurs exemples que l'on pourrait tirer d'Aristophane pour montrer des vrais possibles cas de fiction. Mais je voudrais en prendre un, peut-être un peu moins connu, qui est tiré de La Paix, de sa comédie La Paix. Alors, je résume La Paix en quelques phrases. C'est cette idée qu'un personnage a de monter chez les dieux pour aller dénicher la déesse, la divinité de la paix,
la sortir de son trou et la forcer à revenir sur Terre pour qu'elle vienne arbitrer le conflit entre les Athéniens et Sparte et pour que la guerre cesse enfin. Donc c'est ça la fantaisie et la comédie dont il est question. Et dans cette pièce, La paix, il y a pour monter au ciel un scarabée, mais un immense scarabée comme une monture, comme un cheval, que le personnage va monter pour monter au ciel. Et ce scarabée, c'est un bousier, on peut l'appeler un bousier, c'est un coléoptère, au fond, un escargot qu'on dit aussi. En tout cas, c'est un être coprophage, c'est-à-dire qu'il mange des excréments. Et le début de la pièce est assez dégoûtant parce que le personnage, il brasse la potée du bousier, etc. C'est vraiment quelque chose. Et donc, dans ce texte, dans cette comédie, au vers 126 à 132, on trouve là une fiction au carré. Une fiction au carré, une fiction de fiction, car Aristophane indique lui-même qu'il s'inspire d'Ésope dans une de ses fables, donc d'une fiction, pour construire sa propre fiction. Et la fable en question, elle s'appelle L'aigle et l'escarbot. Donc l'aigle et le coléoptère, je vous la lis, c'est seulement quelques lignes. Cette fable a été reprise ensuite par La Fontaine. Elle est plus belle chez La Fontaine que chez Ésope, mais c'est une autre affaire. Je vous lis la fable. Un aigle poursuivait un lièvre. Ce lièvre, se voyant dénué de tout secours, recourut au seul être que le hasard offrit à ses yeux. C'était un escarbot. Il le supplia de le sauver. L'escarbot le rassura et, voyant approcher l'aigle, il la conjura de ne pas lui ravir son suppliant. Mais l'aigle, dédaignant sa petitesse, dévora le lièvre sous les yeux de l'escarbot. Dès lors, l'escarbot, plein de rancune, ne cessa d'observer les endroits où l'aigle faisait son nid. Et, quand elle couvait, il s'élevait en l'air, faisait rouler les œufs et les cassait, tant qu'enfin, pourchassé de partout, l'aigle eut recours à Zeus, car c'est à Zeus que cet oiseau est consacré, et elle le pria de lui procurer un asile sûr pour y faire ses petits. Zeus lui permit de pondre dans son giron. Mais l'escarbot avait vu la ruse. Il fit une boulette de crotte, prit son essor, et quand il fut au-dessus du giron de Zeus, il l'y laissa tomber. Zeus se leva pour secouer la crotte et jeta les œufs à terre sans y penser. Depuis ce temps-là, dit-on, pendant la saison où paraissent les escarbots, les aigles ne nichent plus. Cette fable apprend à ne mépriser personne. Il faut se dire qu'il n'y a pas d'être si faible qui ne soit capable un jour de venger un affront. Alors, Aristophane, qui se sert donc du bousier pour monter au ciel, se sert du bousier de cet exemple parce qu'il se rappelle d'Ésope et qu'il a lu sa fable. Je lis le passage entre la petite fille, sa petite fille, et le personnage la vendange. La petite fille dit, donc je suis au vers 126 et suivante, de La paix. Quel dessein nourris-tu de harnacher un bousier pour aller chez les dieux, ô Papichon? Papichon répond, c'est dans les fables d'Ésope que j'ai déniché cela. De tous les volatiles, c'est le seul qui soit parvenu chez les dieux. La petite fille, c'est un récit incroyable, ô mon père, qu'il soit monté chez les dieux, un être si puant. Alors, ce morceau dans la pièce, nous avons là, avec ce morceau, une pure fiction, une fiction de fiction, un épisode impossible, inséré dans une comédie, forgée de toutes pièces par Aristophane, pour forcer, en mode satirique, une réflexion sociale sur la paix. Or, bien évidemment, Aristote connaît Aristophane, il le cite d'ailleurs dans la Poétique, et il remarque, Aristote lui-même, que dans la comédie, par opposition à la tragédie, donc c'est Aristote qui parle, que dans la comédie, tout, absolument tout, est inventé. Scénario, personnage, etc. Hein? Donc Aristote enregistre déjà ça, que la comédie est une invention pure et simple. Je cite le passage en 1451 B5 d'Aristote. S'agissant maintenant de la comédie, cela a déjà été rendu très manifeste
car c'est après avoir agencé l'intrigue, après avoir construit l'intrigue, au moyen d'actions vraisemblables, que les poètes comiques attribuent aux personnages des noms propres au hasard, et non pas comme les poètes iambiques qui produisent l'imitation de récit au sujet d'un individu particulier. Donc, dans la tragédie, puisqu'il s'agit de grandes familles, la tragédie, c'est une réélaboration d'histoires mythiques que l'on connaissait déjà, puisqu'il s'agit de grandes familles, on pouvait hésiter pour savoir si c'était fictif. Dans la mythologie aussi, bien sûr, la mythologie est remplie d'exagérations plastiques, c'est certain. Mais à l'époque archaïque et même classique, la mythologie enseigne. Elle dit le vrai, ou elle dit une version possiblement vraie sur les dieux. C'est un enseignement. Donc, ce n'est pas simplement une fiction. La mythologie n'était pas une fiction pour les Grecs. Et c'est bien pourquoi Platon la combat. Pourquoi Platon combat-il la mythologie? C'est qu'il n'aime pas le vrai, ou plutôt, il n'aime pas le pseudo-vrai qu'elle enseigne. J'ai lu une étude qui m'a beaucoup frappé sur ce sujet-là de Christopher Gill qui s'appelle Plato on Falsity, Not Fiction. Plato on Falsity, Not Fiction. Tout le propos de l'article est dans le titre. Platon ne se réfère pas aux mythes comme à des fictions, mais à des faussetés. Et il les corrige justement parce que ce sont des faussetés, notamment ce qu'elles enseignent sur les dieux. Donc, Platon combat la mythologie pour deux raisons, pourrait-on dire. Premièrement, en raison de sa théâtralité, ses extravagances émotives, ses exagérations, les débordements passionnels que l'on trouve dans la poésie qui attisent, nourrissent et excitent nos propres débordements. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en raison du fond de ce qu'elles enseignent, les mythologies. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord avec la forme, mais il n'est pas d'accord avec le message, avec ce qui est dit des choses dans la poésie, dans la mythologie, pardon. Même type d'analyse, c'est un auteur qui a écrit un article très important qui s'appelle Plato on Poetry, c'est publié dans Cambridge History of Literary Criticism, qui dit ceci, donc je cite l'extrait, By thinking of poetry in terms of theatricality rather than fictionality, Plato makes poetry true and true, an ethical, not an aesthetic affaire. Alors, je reprends, en pensant la poésie en termes de théâtralité et non pas en termes de fictionnalité, Platon fait de la poésie, de part en part, une affaire éthique et non pas une affaire esthétique. Passons maintenant à ce qui ouvre l'horizon, à ce qui ouvre le possible, à ce qui s'ouvre même à l'impossible, on va le voir. Passons à Aristote, passons à la poétique, qui nous rapporte, donc lui Aristote, un exemple d'une scène impossible mais légitime, que je voudrais vous lire. Vous ne l'avez pas dans l'exemplier, dans les autres extraits, vous les aurez, mais celui-là, vous ne l'avez pas, je vais vous le lire. C'est au chapitre 24 de la poétique, en 1460 à 11. Je vous cite l'extrait. Donc, c'est une chose impossible. Aristote dit, « Il faut, dans les tragédies, ménager le merveilleux. Mais dans l'épopée, il est même possible d'aller jusqu'à l'irrationnel, allogone, l'irrationnel, qui est une grande cause de merveilleux. Et le poète doit susciter le merveilleux. Parce qu'on n'y a pas sous les yeux le personnage agissant. Dans l'épopée, on n'est pas à la scène, donc on imagine, on se représente le personnage, on ne l'a pas sous les yeux. Parce qu'on n'y a pas sous les yeux le personnage agissant, car ce qui a trait à la poursuite d'Hector à la scène semblerait ridicule. La poursuite d'Hector, il s'explique. D'une part, les Grecs qui sont arrêtés et ne poursuivent pas, d'autre part, Achille qui leur fait un simple signe de tête, mais dans l'épopée, on ne le remarque pas.
Alors, je commente, l'extrait est tiré de l'Iliade d'Homère. Nous sommes dans la plaine de Troie, devant les murs de Troie, et tout à coup, Achille, qui veut absolument tuer lui-même Hector, d'un signe de tête, fait arrêter le combat. Tous les soldats arrêtent, et les Achéens et les Troyens. Et puis là, tout à coup, Achille se met à poursuivre, comme un lapin, Hector devant les murs. Bon, Aristote dit, c'est impossible. Cette scène est impossible. Okay? À la tragédie, au théâtre, si on la présentait, tout le monde verrait que c'est absurde. Bon, dans l'épopée, ça passe parce que, bon, on est loin, on s'imagine ça, on se laisse aller, bon, etc. C'est un peu ça son idée. L'épopée permet plus de fantaisie que la tragédie. Et donc, Aristote dit, cette pièce, cette description est impossible. Or, elle est justifiée. Elle est légitime. Elle est fausse, mais elle est légitime. Et c'est là la différence où on voit, où dans la fiction, on quitte l'ambivalence du vrai et du faux pour entrer dans une autre dimension. Aristote revient au chapitre suivant de la poétique une nouvelle fois sur cet exemple. Vous l'avez dans votre exemplier, c'est l'exemplier 1, où il revient sur cette histoire d'Hector. Et il dit ceci: prenons d'abord les cas qui concernent l'art même. Si des choses impossibles ont été produites dans le récit, il y a faute, mais cela est justifié, à la orthos ekei, mais c'est justifié si la fin propre de l'art est atteinte. Or, ce qu'est la fin, on l'a dit, si de cette manière, on rend une partie ou l'autre de l'histoire plus saisissante. Donc, la course d'Hector poursuivie par Achille devant Troie est impossible. Sur le plan militaire, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais si on veut montrer l'effondrement de Troie, la chute extraordinaire de toute cette civilisation, le drame, la tragique de l'affaire, eh bien, cette course ubuesque, pourrait-on dire, prend sa valeur et devient légitime du point de vue de la poésie. Alors, pour Aristote, cette scène non seulement n'est pas fréquente, probable, elle est impossible. Quand je dis qu'elle n'est pas fréquente, elle n'est pas probable, c'est pour insister sur le fait que la poésie ne concerne pas ce qui est fréquent et ce qui est probable. La poésie ne concerne pas l'éthique. L'éthique s'occupe de ce qui est probable et fréquent, pas la poésie. Donc, non seulement cette scène n'est pas fréquente ou probable, elle est impossible. Elle n'a pas eu lieu et elle ne peut pas avoir lieu, et pourtant, elle est justifiée poétiquement. Elle est tout aussi justifiée poétiquement qu'est justifié poétiquement le poison dans Roméo et Juliette et le bousier qui monte au ciel chez Aristophane. Alors, selon moi, Aristote accomplit deux choses décisives et capitales dans le texte de la poétique. Premièrement, il reconnaît qu'en poésie, on quitte le réel, vrai-faux, pour accéder à la fictionnalité. Les histoires qu'on raconte sont inventées totalement, surtout en comédie, dans les comédies. Parfois, elles sont proprement impossibles ou elles contiennent de l'impossible, et c'est justifié car on vise l'exemple fort. Aristote nous dit, dans la tragédie, on vise l'exemple fort, dans la comédie, on vise l'exemple faible. C'est-à-dire que dans la tragédie, on présente des personnages hors normes au sens positif, et dans la comédie, on présente des personnages hors normes, mais dans le négatif. Donc plus petit que selon la vérité. C'est ce que vous avez dans votre exemplier, l'exemple 4, où Aristote dit, en outre, si on critique ce que le poète raconte, du fait que ce n'est pas vrai, oti hoc alete, du fait que ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est que peut-être il raconte comment cela doit être. Le poète ne parle pas ce qui est, il raconte comment cela devrait être, tel par exemple Sophocle, qui disait lui-même qu'il fabriquait les personnages comme ils doivent être, et non pas comme ils sont, tandis qu'Euripide, tels qu'ils sont. C'est ainsi qu'il faut, dit-il, dénouer la difficulté qu'on rencontre dans la poésie sur le fait qu'il y a des niveaux de langage et que certains sont déconnectés par rapport à la réalité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose, Aristote légitime et justifie théoriquement, c'est ça pour moi le plus important,
ce dépassement du réel. Il le légitime, il le justifie contre Platon notamment, même si lui-même reste relativement conservateur s'agissant de la tragédie dans les limites de ce franchissement. Et même si Aristote va se voir déborder tout de suite dans la littérature grecque, c'est-à-dire que, vous savez, dans la poétique, Aristote édicte un certain nombre de règles sur le scénario, comment on doit le faire, mais tout de suite dans la littérature grecque, personne ne va le suivre. Okay? On va respecter ni le lieu, ni la consistance des personnages, ni la consécution des séquences, etc. Tout ça va voler en éclats dès qu'il a édicté cette règle. Donc, pour moi, l'important, c'est pas qu'il reste lui-même, s'agissant de la tragédie, relativement conservateur dans le franchissement de la réalité, si vous voulez, mais dans le fait qu'il l'autorise. C'est ça le plus important, selon moi, qu'il l'ait autorisé. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas la comédie d'Aristote, si vraiment il l'a écrite, d'accord? Mais nous avons déjà des bribes sur la comédie, et on sait que dans la comédie, il était déjà plus permissif que dans la tragédie. Donc la tragédie, c'est un genre plus coincé, on pourrait dire. Okay? Donc, à mes yeux, l'élément crucial n'est donc pas le degré de fictionnalité défendu par Aristote lui-même dans la poétique, mais la légitimation théorique du processus fictionnel qu'on y retrouve. Le fait qu'Aristote, à quelques reprises dans la poétique, il dit « Voilà ce qu'on accorde au poète. » On accorde au poète, didomen gartota tois poietes, on accorde au poète le fait d'exagérer. On leur accorde le fait de dire des choses qui n'ont pas été, etc. On a le droit de dire ça. C'est ce qu'on voit dans l'exemplier, dans l'exemple 2 de votre exemplier, un autre exemple qu'on peut donner qui va dans ce sens-là, où Aristote dit, en général, il faut rapporter l'impossible à la poésie. Bon, quand Aristote dit l'impossible, déjà, on est dans la fiction. Parce que si la chose est impossible, elle est impossible. Pourquoi il nous parle d'impossible? C'est pas impossible littéralement. C'est pas la quadrature du cercle. C'est plutôt l'exagéré, l'illogique, l'étonnant, le surprenant. Même le mot impossible ici, il faut le prendre métaphoriquement. Donc, en général, il faut rapporter l'impossible à la poésie, au mieux ou à l'opinion, car du point de vue de la poésie, l'impossible qui persuade vaut mieux que le possible qui ne persuade pas. L'impossible qui persuade, par exemple, cette course impossible d'Achille et d'Hector, qui nous persuade de la tragédie inconcevable de Troie, vaut mieux que la vérité. Donc, l'impossible qui persuade vaut mieux que le possible qui ne persuade pas, car sans doute est-il impossible qu'il y ait des hommes tels que Tuxis les peignait, mais il les a peints en mieux, car ce qui sert d'exemple doit être supérieur. Les choses irrationnelles, alloga, doivent être justifiées par ce qui est dit couramment, et même en les justifiant de cette manière, il arrive parfois qu'il n'y ait rien d'irrationnel, car il est vraisemblable, eikos, que les choses se produisent aussi contre la vraisemblance. Okay? Donc, il y a du eikos qui va contre d'autres eikos. Donc, le poète peut faire en sorte que l'impossible, l'irrationnel et l'inusité trouvent leur place dans le récit et servent le dessin global de l'œuvre. C'est que l'irrationnel, sous toutes ses formes, alimente le thomaston, c'est-à-dire l'émerveillement, le merveilleux. Or, il s'avère, comme Aristote le dit dans la poétique, que le merveilleux est une denrée recherchée par tous. Tout le monde a soif de merveilleux. C'est l'exemple 3 de votre exemplier, où Aristote dit « Le merveilleux est agréable. Il y en a un indice, c'est que tous les hommes, quand ils font un récit, en rajoutent de manière à faire plaisir. » Tout le monde en rajoute. Tout le monde ment. Pour faire plaisir, pour étonner. Si le poète a souci de faire plaisir, ce qui fait partie de sa mission, il est clair qu'il ne saurait renoncer à tout ce qui paraît irrationnel ou absurde, qui compte parmi les plus grandes sources d'émerveillement et de plaisir, ce dont tous les hommes sont naturellement friands et que la poésie recherche. C'est ce que l'on peut à nouveau qualifier de licence poétique, cela que l'on accorde au poète, comme le formule le Stagirite. Et l'on mesure à quel point, sur ce plan encore,
l'approche d'Aristote se distingue radicalement, radicalement, de celle empruntée par Platon. Pour Platon, en effet, part d'une exigence générale abstraite, celle de l'adéquation nécessaire du discours à la réalité, et il entend contraindre l'écrivain à s'y conformer. Tout écart sera soumis à examen et éventuellement sanctionné ou bridé. Aristote, lui, part de l'évidence subjective qui nous enseigne que les hommes ont naturellement tendance, dans leur narration, à magnifier le récit au détriment des faits. Et ils ont raison, les poètes menteurs ont raison de mentir. Et d'ailleurs, il y a des passages où Aristote nous explique comment Homère est un bon menteur et qui a appris aux autres poètes à bien mentir. Donc, si vous regardez dans l'exemplier le schéma de la poétique que vous trouvez à la deuxième page, le schéma du champ fictionnel de la poétique, on voit que le possible poétique, l'eikos, si vous voulez, le vraisemblable, s'étend du nécessaire à l'invraisemblable. Hein? Aristote dit, la poésie peut parler de ce qui est nécessaire, elle peut parler de ce qui arrive le plus souvent, et elle peut parler de ce qui va du peu vraisemblable à l'invraisemblable, à l'impossible, à l'irrationnel, à l'étonnant, etc. Comme il le dit dans l'extrait que je cite ici, il faut préférer les choses impossibles qui sont vraisemblables aux choses possibles qui ne convainquent pas. Aristote est un partisan de la fiction, pourrait-on dire. Est-ce qu'il aurait aimé Alice au Pays des Merveilles? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'Aristote aurait pu imaginer un récit où, suite à la course impossible d'Achille, tu aurais eu un autre événement impossible, puis un autre événement impossible, etc. Okay. J'ai des doutes. Je pense qu'il aurait été surpris, disons, par Alice au Pays des Merveilles, mais beaucoup de gens ont été surpris quand Alice au Pays des Merveilles est paru. Comment est-ce qu'il aurait réagi devant le monologue de Molly à la fin du Ulysses de Joyce, le monologue qui est une imitation de ce qu'on appelle le stream of consciousness, hein, du courant de conscience, le flux de conscience, où on essaie de répercuter l'effet sur le plan linguistique du fil de pensée décousu qu'on a, une sorte de monologue décousu, associatif. Comment est-ce qu'il aurait réagi à ça? Je ne sais pas. Peut-être mal. Okay? Donc, on ne peut pas lui demander, on a peu d'indices dans la poétique pour comprendre comment il aurait réagi. Je pense que quand même, comme il distingue entre la réalité factuelle et la vérité poétique, et qu'il dit que l'orthothèse, la rectitude poétique, n'est pas la rectitude naturelle, je pense qu'il a le mécanisme de base pour accepter, si on lui avait expliqué à ce pauvre Aristote que Alice au Pays des Merveilles, c'est pas n'importe quoi, mais c'est le reflet d'une sorte de récit onirique, si on veut, okay, qu'on rapporte, je crois qu'il aurait compris. En tout cas, il a l'outillage pour comprendre, même s'il n'a jamais été confronté à un texte comme celui-là. Pourquoi est-ce que la fiction est importante? La fiction est importante, Claude le mentionnait dès le départ, elle est importante dans le projet critique qu'on poursuit, etc. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre des perspectives et parce qu'elle permet une distanciation critique, justement, une palette de possibilités que le discours éthique ne permet pas, que le discours politique ne permet pas, etc. C'est un test. Et puis aussi parce que la comédie, la tragédie aussi, mais la comédie, on le sait, toute la tradition grecque de l'aïscrologie, la diffamation, les attaques, etc., ont eu un effet politique, culturel, social extrêmement important. Donc pour nous, c'est un germe, c'est une semence extrêmement importante pour la tradition critique qui est la nôtre. Je voudrais à cet égard citer un petit extrait de Dion Chrysostome dans son texte qui s'appelle adressé au peuple de Tarse, où il dit ceci, c'est au chapitre 33, chapitre 9, « Les Athéniens avaient l'habitude de s'entendre critiquer, et par Zeus, c'est justement pour se faire injurier qu'ils se réunissaient au théâtre. Tout en entendant Aristophane
Kratinos et Platon. Platon, c'est pas Platon, c'est Platon le comique, hein, c'est pas Platon le philosophe. Tout en entendant Aristophane, Kratinos et Platon, ils ne leur firent aucun mal. C'est-à-dire qu'ils allaient se faire insulter au théâtre, mais ils ne les poursuivaient pas en justice. Donc c'est ce que remarque cet auteur. Donc la fiction, voilà, est très intéressante pour ça. J'ai présenté qu'une petite esquisse ici. Parmi les textes que j'ai lus, il y en a un que je dois à Philippa Dott, qui m'a donné la référence, et je la remercie, qui s'appelle « Poétique et création littéraire en Grèce ancienne, la découverte d'un nouveau monde ». C'est un essai très intéressant sur le nouveau monde, c'est la fiction. Hein? Comment est-ce que la fiction a pu se dégager de l'emprise du réel? C'est un texte que je vous recommande, et celui dont j'ai tiré l'article de Christopher Gill, qui s'appelle « Lies and Fiction in the Ancient World ». C'est un recueil très intéressant. Et Christopher Gill, qui pense qu'il n'y a pas de fiction chez les Grecs et qu'il n'y en a pas chez Platon, et qui pense même qu'il n'y en a pas chez Aristote, m'a donné beaucoup de fil à retordre et me donne encore beaucoup de fil à retordre. Merci de votre attention.